Bonjour et bienvenue dans ce 60e épisode de DevApps, podcast consacré à l'actualité, au développement et à l'architecture des technologies.net. Nous enregistrons cet épisode le 26 septembre 2019. Je suis Denis Voituron et accompagné de Christophe Peignet et de Richard Clark. Comment allez-vous, messieurs? Comment vas-tu, Christophe? Ça va, c'est un retour aux sources parce que je suis venu la première fois dans DevApps dans un épisode similaire. Ouais, c'est ça, on va en parler tout de suite. Il faut pas faire du teasing à 3 secondes du titre, quoi. Il faut attendre un petit peu. Qu'est-ce que c'est? Oui, surtout que c'est pas marqué sur la page Facebook, Twitter, chaque fois qu'on partage le lien. Donc les gens se posent des questions, c'est ça, voilà. Et on a entendu Richard aussi. Comment vas-tu, Richard, pardon? Moi, je suis un peu fatigué là, parce qu'il est 11h du matin au moment où on enregistre ce podcast et j'ai déjà fini ma journée. Puisque je l'ai commencé à 5h du matin. Donc, j'ai eu peur. Je crois que tu faisais des demi-journées. Non. C'est vrai que si tu commences à 5h, tu commences à 5h pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une mise en prod pour une société qui a la mauvaise idée de travailler 24/24. Donc il fallait que ce soit un moment où il y ait le moins d'activité possible. Ah oui, ouais, évidemment. Évidemment, donc dans ce cas-là, on s'adapte aux conditions du client, on va dire. Voilà. Ok, on va commencer peut-être un épisode effectivement où on n'est que 3, il n'y a pas d'invité aujourd'hui, parce qu'on s'était dit qu'on allait peut-être présenter un sujet qu'on a effectivement déjà présenté, Christophe, il y a 3 ans, je crois, tout au début, dans les épisodes... Septembre 2015, il y a 4 ans. Il y a 4 ans, dis, hein, ça va vite. Le 7 septembre. Donc, il y aura probablement l'introduction qui sera probablement similaire pour ceux qui étaient déjà là à l'époque, mais 4 ans après, je pense qu'un petit rappel, c'est peut-être pas mauvais non plus. Donc, on va parler des tests unitaires. Et il y a une bonne partie des éléments qu'on n'avait pas parlé à l'époque et on va avancer un petit peu plus là-dessus. On va parler des tests unitaires parce que on a développé, vous le savez, un nouveau portail, un nouveau site internet. Et donc, on a commencé à mettre en place dans les développements qu'on a fait pour le site de devapps.ms. On a commencé aussi à créer forcément le code et les tests unitaires pour essayer de voir que tout ça fonctionne. Et donc, on s'était dit que c'était peut-être l'occasion de rediscuter un petit peu de ce sujet pour pouvoir présenter et que ce soit au mieux la meilleure manière et les bonnes pratiques à utiliser lorsqu'on fait des tests unitaires. Alors, peut-être déjà avant de commencer, si on parle de test unitaire, tout le monde souvent en parle, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est un test unitaire? On va le voir tout de suite. Je vais dire justement juste une chose, c'est qu'effectivement, tout le monde en parle, tout le monde dit qu'il faut en faire et pas beaucoup de personnes en font. Voilà, absolument. C'est ça le problème. Voilà. Alors que justement, on va s'en rendre compte assez rapidement parce que tester des applications, je pense que tout développeur, quand on développe quelque chose, je vais montrer ici un petit exemple après avec une application console, le premier réflexe, c'est on appuie sur F5, on démarre l'application et en gros, on la teste à la main. Donc, il faut changer un peu le réflexe et se dire on va le tester, mais en mettant 1 ou 2 lignes de code. Ça permettra ainsi, 3 ans plus tard, de relancer toujours les mêmes tests sans devoir faire clic un petit peu partout. C'est quand même beaucoup plus simple. Mais effectivement, quand on parle de tests, déjà, tester, c'est définir des procédures qui permettent de vérifier en gros le bon fonctionnement d'une partie, souvent une partie précise d'un logiciel. Alors cette définition, elle ne vient pas directement de moi, elle est assez simple, je trouve. Moi perso, je l'aime bien. Elle vient de Wikipédia, tout simplement. Et donc, on décompose souvent les tests de 3 types de grands tests, on va dire. Il y a les tests unitaires qui vont nous intéresser ici. C'est vraiment le cœur. C'est souvent d'ailleurs ce que le développeur lui fait. C'est lui-même, il réalise les tests unitaires. C'est de voir est-ce que certains morceaux de code fonctionnent. Exemple, on a une procédure qui va calculer des fonctionnements mathématiques, des procédures statistiques, je ne sais pas, des récupérations de données dans une base, il faut les manipuler, il faut les traiter, transformer une date de naissance en âge de la personne. Toutes ces choses-là, c'est souvent le développeur qui va vérifier s'il a bien vérifié que tout fonctionne correctement et les cas extrêmes, si évidemment ils sont traités correctement aussi. Ensuite, on a tout ce qui est plus test d'intégration. Là, c'est voir si l'ensemble des différents modules en question vont fonctionner ensemble, vont fonctionner entre eux. Et ensuite, on aura souvent le dernière étape qui est parfois utilisée et développée, mis en place par le client, c'est les tests d'utilisateur, les tests d'acceptance, où là, voir si ça répond bien aux besoins du client en lui-même. Mais donc ici, on va vraiment s'intéresser au fonctionnement du test unitaire et on verra, ça ne va pas aller jusqu'au bout de l'ensemble de tous les tests possibles. C'est vraiment, encore une fois, vraiment les aspects plus, moi, ce que j'appelle mathématiques, les aspects vraiment internes aux applications qu'on va vouloir tester. Alors, on a envie de se dire, pourquoi tester? Et pourquoi faire surtout des tests unitaires? Alors, tester, encore une fois, je pense que tout le monde le fait de manière intuitive, mais surtout des tests unitaires, l'intérêt, c'est
d'abord de trouver très rapidement les erreurs et de ne pas devoir refaire l'ensemble des tests à la main à chaque fois qu'on va vouloir faire une modification dans l'application. Donc souvent, c'est écrire des tests en même temps ou même à la limite avant de pouvoir réaliser le développement. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle une méthodologie qui est la méthodologie de type TDD, où on va créer d'abord les tests, c'est-à-dire dire voilà ce que je veux, avant de développer la fonctionnalité. Un autre avantage de faire des tests et des tests unitaires, c'est ça sécurise la maintenance. Nous, on a des applications où quand on fait des tests unitaires dans une équipe de 4-5 personnes, au bout de 6 mois ou d'un an de développement, on se retrouve très rapidement avec des milliers de tests unitaires qui viennent tester chacun des morceaux. Et quand on vient maintenir l'application lorsqu'elle est même en production quelques années plus tard, le client nous dit tiens, il faut rajouter un champ ou un élément dans la base de données ou un élément à l'écran. Le rajouter, ok, mais qui nous prouve que ça ne va pas avoir un impact sur d'autres écrans qui se trouvent plus loin, auxquels on n'y pense plus du tout 2 ans plus tard, quoi. Là, on va relancer l'ensemble de tous les 1000, 2000, 3000 tests. Et si on se retrouve avec un des tests qui plante, on ira se poser la question, est-ce que c'est un problème dans le développement qu'on a réalisé, ou alors est-ce que c'est un problème dans le test en lui-même qui doit peut-être être adapté parce que forcément l'application évolue. Et troisième critère pour qu'on fait des tests, c'est la documentation. Alors souvent, pour documenter du code pour un autre développeur ou pour l'ensemble des développeurs, soit on l'écrit, ce qui est évidemment toujours un peu chiant. Une autre manière de faire, c'est de se dire il y a des tests unitaires qui vont nous montrer comment utiliser une méthode, comment utiliser une classe et comment la mettre en place. Donc c'est quand même beaucoup plus simple. Moi, je rajouterais aussi une autre chose. C'est que ça permet d'écrire du code qui est, un meilleur code, quoi. C'est-à-dire que quand on écrit un test unitaire, par définition, on est obligé d'écrire un code client de son code à soi. Oui. Et donc, à partir du moment où on est le client de soi-même, on s'aperçoit que, oui, en tant que client, ce que tu me donnes à faire, c'est pas terrible, il faudrait peut-être le réécrire de cette façon, etc. Donc, ça permet de prototyper des méthodes et des classes de façon beaucoup plus efficace et qui sont par la suite plus facilement maintenables, etc. Oui, c'est vrai. Tous les paramètres, par exemple, ça c'est typiquement on crée un constructeur ou des méthodes et puis on envoie des paramètres. Et c'est vrai que la manière de structurer ces paramètres, ça a souvent une influence sur son utilisation. Et plus le code est clair, moins il y a souvent tendance à faire des erreurs à l'utilisation, évidemment. Mm-hmm. Tout à fait. Alors, j'essaie souvent de donner des bonnes pratiques au départ. J'en ai répertorié 5 bonnes pratiques. Et puis on va essayer de les appliquer en créant quelques tests unitaires pour vous montrer pratiquement comment ça marche. Alors, première bonne pratique souvent que je demande moi aux développeurs, c'est quand on crée des tests unitaires, c'est d'être ce qu'on appelle consistant. C'est-à-dire qu'un test doit toujours tester les mêmes valeurs et toujours renvoyer le même résultat, quel que soit le code. Enfin, en fonction d'avoir une partie de code évidemment identique. Exemple, on n'utilise jamais des données qui varient dans le temps ou qui risquent de varier en fonction d'autres environnements. Par exemple, on ne va pas utiliser la date du jour pour pouvoir après calculer ou faire un fonctionnement dans notre application. Parce qu'aujourd'hui, mon test va peut-être fonctionner, sans rien changer au niveau du code, peut-être que demain, il ne fonctionnera plus parce qu'on a eu un problème dans ce calcul de date. Même chose, se connecter à des bases de données externes, la base de données, elle va évoluer indépendamment souvent du code, du test. Et donc, on risque d'avoir des tests unitaires qui fonctionnent aujourd'hui et demain, on va réexécuter la même chose et ça ne fonctionnera plus. D'ailleurs, l'exécution des tests, on va forcément les développer sur le PC du développeur, il va les tester en local, mais souvent ça fait partie des processus de déploiement, de compilation, donc le processus de compilation et de déploiement. On va souvent, dans la phase de compilation, exécuter tous les tests pour vérifier que l'ensemble du code fonctionne. Et donc forcément, si on réexécute et qu'on recompile le code une semaine ou un mois plus tard, il faut s'attendre à avoir exactement le même résultat que ce qu'on avait fait aujourd'hui. Et puis aussi, on a des tests unitaires qui peuvent s'exécuter tout à fait autre part. Par exemple, quand on fait sous Azure. Et je pense notamment tu parlais de l'accès à la base de données, mais je pense aussi à l'accès à un fichier. Souvent, on a l'accès à des fichiers qui sont en dur. Il faut, si on les balance sur Azure DevOps, ça marche mieux, quoi. Oui, c'est vrai. Et ça, c'est vrai que c'est une bonne remarque parce que le fait de compiler sur un environnement externe, par exemple dans Azure DevOps, par exemple, ou des serveurs différents, ça veut dire que les développeurs, quand ils développent et qu'ils travaillent en local, le fait de compiler sur une machine différente, ça donne une garantie que ça va compiler aussi sur un autre environnement qui souvent d'ailleurs est l'environnement qui permettra de déployer. Et donc, c'est pas parce que ça marche sur le PC du développeur que du coup, ça marche de manière universelle sur tout le système, quoi.
Alors, deuxième bonne pratique, c'est dans la mesure du possible aussi de rester atomique. C'est-à-dire, on va tester le plus petit morceau de fonctionnalité possible. On va éviter de commencer à tester l'accès à tout un système qui va se connecter sur une base de données, connecter sur des fichiers, récupérer toute une série d'informations. Tout ça, ça fera peut-être plus partie des tests d'intégration, qui peuvent d'ailleurs être automatisés aussi. Mais dans les tests unitaires, plus c'est petit, entre guillemets, mieux c'est, parce que ça va permettre, en cas de problème, d'isoler beaucoup plus facilement la difficulté, le problème. Si on fait le calcul, par exemple, date de naissance, trouver l'âge, ben on va donner uniquement ce morceau-là et on ne va pas l'intégrer dans un test plus complet de toute une série de fonctionnalités. Troisième bonne pratique, c'est responsabilité unique. Ça reste un peu lié à ce qu'on disait au préalable, c'est-à-dire si on fait un test, on essaye souvent de faire une vérification et pas de commencer à vérifier une fonctionnalité puis une deuxième. Si on doit faire ça, en général, on va créer tout simplement 2 tests. Un premier test pour tester la première fonctionnalité, un deuxième test pour tester la deuxième fonctionnalité. Et encore une fois, l'idée, c'est quand ça plante, d'avoir vraiment l'élément unique qui va poser problème. Quatrième bonne pratique, c'est d'être des tests qui sont, dans la mesure du possible aussi, autodescriptifs. C'est-à-dire qu'il doit être très facile à comprendre en utilisant à la fois des noms de variables, des noms de méthodes, des noms de classes qui sont à rallonge, qui sont très longs, mais qui vont permettre de décrire beaucoup plus facilement le test. Par exemple, on aura une méthode qui va s'appeler peut faire la réservation, ou bien une méthode qui va être calculer la somme des prix pour pouvoir obtenir un résultat de facture, par exemple. Et donc, on va obtenir vraiment un nom de méthode complet qui va faire parfois des dizaines, voire des centaines de caractères, tout simplement parce qu'en plus, lorsqu'on le compile sur un serveur centralisé, ben, c'est souvent ce libellé-là qui va apparaître en premier quand on va vouloir obtenir des infos sur un test qui a planté. Et simplement, à la limite, en voyant le nom de la méthode, ça permettra directement de se dire « Ah ben oui, je vois tout de suite où est le problème ». Dernière bonne pratique qui est souvent appliquée, c'est éviter des conditions ou éviter des boucles dans le test. Si on commence à faire un test en disant si j'ai tel paramètre, je fais ceci, sinon je fais cette autre fonctionnalité, ben, il va falloir donner des arguments où évidemment dans certains cas on ne va pas passer par la première partie du test. On va plutôt encore une fois créer plusieurs tests, un test pour tester les fonctionnalités de la première partie, donc le test avant, le test après, et donc on va splitter vraiment les tests au maximum, les tests unitaires au maximum. OK. Je ne sais pas si vous avez des questions sur ça. Sinon, je propose de commencer et de faire une petite démo très rapide de ce que c'est un test unitaire et comment le mettre en place. Ça va? Tout va bien. Vous êtes toujours là? Oui, on a perdu Christophe. Ah, ça va. Alors, un test unitaire, ben, on va commencer par le plus simple, je dirais. J'ai simplement ici créé un projet en Visual Studio, un projet .NET Core qui est un simple programme.cs, qui est une application tout à fait standard, tout à fait classique, dans lequel il y a une classe qui s'appelle Bank Accounts, qui est une classe donc, qui va gérer un compte bancaire. Si vous reprenez l'exemple fourni sur la documentation docsmicrosoft.com, c'est l'exemple fourni par Microsoft. Je le trouve assez simple, c'est-à-dire qu'il possède, Bank Account, cette classe possède un constructeur qui a en paramètre le nom du client et la balance, c'est-à-dire le montant présent à l'intérieur de son compte bancaire au moment où on initialise le compte. On a simplement une propriété balance qui va me renvoyer évidemment le montant de ce compte. On a une propriété débit qui va retirer 100 euros, 200 euros, une méthode, pardon, qui va retirer un montant de cette balance, donc de ce compte. On a une méthode crédit qui va faire l'inverse, qui va rajouter, donc on augmente en faisant un balance plus égal le montant en question. Donc ça, c'est l'idée de cette classe Bank Account qui va venir faire le calcul du compte bancaire et du montant qu'on va retrouver sur le compte bancaire. Alors, si je ne connais pas les tests unitaires, en général, je fais quoi? Dans programme.cs, j'ai ma méthode main. Je vais tout simplement créer un compte pour un premier utilisateur, par exemple ici un compte pour l'utilisateur Denis. Je crée donc une nouvelle classe, Bank Accounts. Je lui donne le nom de cet utilisateur et je lui mets un montant, 1200 euros par exemple, sur son compte au départ. Et puis cet utilisateur, je vais le créditer de 200 euros. Et je vais demander, dis-moi un peu quelle est la balance de Denis après avoir fait 1200 euros plus 200 euros, est-ce que j'obtiens bien le montant? Si j'exécute cette application, ça va forcément compiler le code et puis exécuter l'application console qui va me dire, j'ai 1200 euros plus 200 euros, donc Denis a maintenant 1400 euros sur son compte. A priori, tout est correct.
Là, c'est un test manuel, il n'y a rien d'automatisé, il n'y a rien de vérifié. Donc, ce qu'on va vouloir faire pour créer des tests unitaires, c'est créer un projet de type test unitaire. Et donc, pour ça, c'est tout simple. Il suffit de venir rajouter dans notre solution un nouveau type de projet qui est de type unitest. Alors, il suffit de faire une recherche sur unitest et on se rend compte que dans Visual Studio, de base, il y a toute une série de types de projets de type unitaire qui existent. C'est tout simplement en fonction du type de framework qu'on va utiliser. On a souvent, il y a celui de Microsoft, celui que je vais utiliser moi, qui est le MS Test, mais on peut utiliser Unit, on peut utiliser XUnit par exemple, on peut utiliser NUnit comme type de projet, et puis ça dépend si c'est du .NET Core ou du .NET Framework aussi, évidemment. Donc ça ne change pas grand-chose. En fonction du framework utilisé, forcément, le serveur de compilation doit disposer de ce framework-là. Que ce soit NUnit, XUnit ou MS Test, le Azure DevOps les supporte, donc à la limite, peu importe que ce soit l'un ou l'autre. Il y a souvent quelques différences dans les fonctionnalités d'outils de test, je vais dire, des méthodes de test disponibles. Donc, j'ai créé ici un projet MS Test. Je vais juste lui donner un nom. Je l'appelle le Unit Test Project 1. Create. Ce qui est bien, c'est que l'ensemble des projets de tests unitaires, parce qu'on verra que si on a une solution qui est un petit peu complexe, il faut créer, autant de projets de tests unitaires que l'on a de librairies. Ouais. C'est d'avoir une normalisation au niveau des noms, et notamment les suffixer par test, pour pouvoir après automatiser dans Azure DevOps. C'est ça, tout à fait. Ça, c'est plus simple, effectivement, de rechercher tous les projets qui contiennent ou qui se terminent par test. Ça évite et ça permet de retrouver plus facilement les projets de test unitaire parce qu'un projet de type test unitaire, ce n'est qu'une bibliothèque comme une DLL, c'est du code C# tout à fait normal, quoi. Il n'y a rien de plus. Il y a juste, et on va le voir tout de suite, juste des attributs qui sont mis autour d'une classe tout à fait classique. D'abord, un premier attribut qui est test class, qui permet de dire que ma classe fait partie des tests unitaires, et test méthode au-dessus de chacune des méthodes que je veux utiliser en tant que test unitaire, à tester. Sinon, à part ça, c'est une bibliothèque tout à fait standard. Alors, première chose, quand j'ai créé mon projet de test unitaire, c'est évidemment référencer mon projet à tester pour pouvoir l'utiliser et appeler les méthodes, notamment ici, appeler la classe bank account qui m'intéresse. Donc, je fais référence à mon projet DevApps60 que j'ai créé juste avant. Voilà, fait partie des références. Et donc, première chose que je vais vouloir faire dans mon test, d'abord, c'est lui donner un nom un peu plus explicite. Et ce que je vais vouloir créer, par exemple, ici, c'est je vais vouloir tester si, d'abord, le crédit. Si le crédit, on va créer une méthode, crédit with valid amount, donc crédit avec un montant valide, et on va tester si ça fonctionne correctement, si je crée un compte et que je lui ajoute du coup de l'argent à l'intérieur de ce compte. Donc je vais créer par exemple ici un account égale new bank account. Bank account, il ne le connaît pas encore, je fais le using sur DevApps60. Je lui donne un nom, donc j'avais créé un bank account pour Monsieur Smith par exemple, et je vais dire que Monsieur Smith, il a 1000 € en banque pour commencer. Et puis, ce compte, je vais vouloir le créditer de, par exemple, 200 €. Donc, account.credit 200. Et maintenant, je vais vouloir tester si mon programme que j'ai créé derrière ma classe bank account correspond bien, fonctionne correctement. Donc, est-ce que je vais obtenir, a priori, 1000 plus 200, 1200 €. Pour ça, les tests unitaires possèdent une bibliothèque qui s'appelle assert. Donc, je peux faire un assert point. Et là, j'ai une série de méthodes qui vont permettre de dire, je vérifie s'il y a un objet de bon type, s'il est supérieur à telle valeur, s'il est égal ou s'il n'est pas égal, s'il est vrai, etc. J'ai toute une série de méthodes disponibles pour ça. Et évidemment, une méthode souvent utilisée, c'est assert.are equals, qui va me dire est-ce que la valeur attendue qui est dans mon cas 1200 correspond bien à la valeur calculée qui est dans ce cas-ci account.propriété balance. C'est tout ce qu'il y a à faire. Je compile mon code. Mon code se compile correctement, donc je n'ai pas d'erreur de syntaxe. Et puis je dois l'exécuter. Alors, pour l'exécuter, il faut afficher dans le menu test la fenêtre Text Explorer qui va afficher l'ensemble, qui va retrouver l'ensemble des méthodes qui sont flaguées avec cet attribut test méthode. Il me les répertorie ici et je peux simplement du coup la sélectionner et appuyer sur le petit bouton exécution, run, qui va aller vérifier si mon test est correct. Et effectivement ici, il passe en vert au bout de 6 millisecondes pour me dire, oui, j'ai bien fait le calcul 1000 plus 200 et tout ça passe en valeur correcte.
Alors, je rajouterais juste une petite chose. Moi, dans un premier temps, donc là, tu dis qu'au début, je crée un compte avec 1000 euros, je le crédite de 200 et je m'attends à avoir 1200. Donc, moi, généralement, ce que je fais, c'est que je crée mon compte de 1000, je le crédite de 200. Et ensuite, je mets, plutôt que Hariqual à 1200 et je m'attends à 1200, je vais mettre 1000. C'est-à-dire que là, je fais exprès d'avoir une erreur pour Oui. vérifier que j'ai bien une erreur et que si je me remets à 1200, à ce moment-là, je n'ai plus d'erreur. Oui, c'est ça. Moi, je le fais, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire, souvent, c'est ce que j'ai ici, j'ai créé une méthode credit with valid amount, et puis je vais créer une méthode, effectivement, avec un montant invalide, pour dire, ou avec des valeurs invalides, pour vérifier que ça ne fonctionne pas, enfin, que tous les cas ne fonctionnent pas, ou que mon code ne fonctionne effectivement pas. Donc, soit on peut effectivement dire ici, tiens, je m'attends à recevoir 1100 et je vais réexécuter, comme tu le dis, la méthode, run select, et là, ça devra maintenant passer au rouge. Effectivement, ça passe au rouge. Et dans l'explication, il me dit, j'attendais 1100 et actuel 1200. Donc, il me montre bien que la valeur attendue ne correspond pas à la valeur calculée. Donc, effectivement, je peux remettre un 1200. Remarquez aussi que le processus de test, à chaque fois au-dessus de chacune des méthodes, une fois qu'on a compilé, on a une petite icône rouge ou verte ou bleue quand elle n'est pas encore exécutée pour me donner l'état du dernier test. Donc au lieu d'aller dans le Test Explorer pour prendre un test, je peux simplement cliquer sur cette icône et faire un run ou un debug. Debug, évidemment, vous pouvez mettre des breakpoints et débugger classiquement. Et donc, si je le remets en cliquant sur le run, elle repasse au vert. Et j'ai la même chose pour celle qui n'avait pas encore été exécutée avec un montant invalide qui se trouve ici. Moi, je reprends aussi toujours l'exemple vous savez, de la blague des ingénieurs. Il y a l'ingénieur de Polytechnique qui construit un pont et qui se casse la gueule, mais il sait pourquoi. Il y a l'ingénieur de centrale qui construit un pont qui marche pas, mais il sait pourquoi. Et vous avez l'ingénieur je sais pas, de l'INSA qui construit un pont et qui marche, mais il sait pas pourquoi. Donc Voilà. il faut se mettre toujours dans la situation où on sait et on sait pourquoi. Ouais, c'est ça. Et tester aussi, vérifier les valeurs nominales, celles qui fonctionnent, et les valeurs extrêmes, celles qui sont effectivement censées ne pas fonctionner. Et ne pas hésiter à faire des tests pour des valeurs qui ne sont censées ne pas fonctionner effectivement. Et c'est ce qu'on va faire par exemple ici. C'est avec des valeurs invalides, je peux créer toujours sur mon bank account pour Monsieur Smith avec son montant initial de 1000, je vais lui dire, je vais lui créditer moins 100 euros. Or ça, si on va voir dans le code, créditer moins 100 euros, c'est un montant négatif, c'est refusé, puisqu'évidemment dans ce cas-là, c'est plutôt un débit à mettre en place. Donc là, on enclenche dans le code, on enclenche une exception. Mais c'est le genre de choses qu'on va pouvoir tester aussi. Évidemment, je ne vais pas pouvoir faire un assert.arigual puisque mon programme va logiquement planter avant, mais ce que je vais lui demander, d'ailleurs si je l'exécute, on peut le faire tout de suite, si je l'exécute en debug, bah, il va planter, mais ça c'est une exécution manuelle. On va le voir ici, pouf, voilà. System argumented out of range exception. Mais ce que je veux faire, c'est faire un test qui est en gros valide si justement ça plante, puisque je m'attends à recevoir une exception et je veux tester cette exception. Mais ça, on peut le tester, on peut le traiter avec un attribut supplémentaire au-dessus de la méthode qui est exception occur, si je me rappelle bien. Exception. Voilà. Exception, voilà. Dans lequel je dois lui donner à ce moment-là le type d'exception attendue. Et dans mon cas, c'est un argument. C'est system.argument out of range exception. C'est celle qui a été utilisée par le développeur. Et donc voilà, ici, je m'attends à lui dire que si je mets un crédit, si je demande d'appeler la méthode crédit avec moins 1000, ben je m'attends à recevoir cette exception. Et si je l'exécute, est-ce que ça marche? Ça passera en vert si ça fonctionne. Et effectivement, ça fonctionne. Donc c'est une exception qui teste un test qui teste une exception. Ouais. Ce qui oblige également quand on écrit une méthode, de temps en temps, les développeurs, à l'intérieur de cette méthode, on va dire, il y a plusieurs exceptions qui peuvent être déclenchées. C'est le développeur qui lance ces exceptions. Alors il y a ceux qui mettent throw new exception. De partout. Ce qui veut dire que quand on va créer le test unitaire qui va tester cette méthode-là, quand on s'attend à une exception, on va s'attendre à une exception de type exception. Or, il y a 15 endroits dans le code qui attendent un type d'exception. Donc, c'est là où il va falloir obliger au niveau de son code à typer ces exceptions.
suivant l'endroit où ça se déclenche, quoi. Oui, exact. Et à récupérer ces exceptions aussi et ne pas faire des try-catch pour capturer à l'intérieur du code. Je veux dire, moi, je dis toujours, avoir une exception dans le code, c'est pas mauvais. Dans le cas où on a des données qui ne doivent pas arriver, vaut mieux avoir une exception plutôt que rien du tout, quoi. Et donc, voilà, ici, j'ai traité, par exemple, un cas simple dans lequel j'ai fait une manipulation pour envoyer un crédit positif, envoyer un crédit négatif. Évidemment, je fais la même chose pour toutes les autres méthodes qui sont à l'intérieur de mon application. Donc, par exemple, je crée un test débit, pas début, débit with valid amount. J'ai Monsieur Smith avec 1000 €. Je vais lui dire, tiens, si je lui fais un débit de 200 €, logiquement, 1000 € moins 200 €, ça va me faire mes 800 €. Et donc, je peux ainsi créer tous mes tests et exécuter tous mes tests en une seule fois en appuyant dans le Test Explorer sur le bouton Run All. Et là, ça va me faire mes exécutions complètes de tests. Et c'est là que je me dis, ah tiens, il y en a un qui est en rouge. Ma fameuse débit with valid amount que je viens de créer, il n'est pas correct, alors que logiquement, 1000 € moins 200, ça devrait faire les 800 en question. Donc là, c'est qu'il y a un problème quelque part. Et si je vais voir dans ma méthode débit, je vois effectivement d'abord les tests pour les montants pour enclencher des exceptions, et je me rends compte que, ah bah oui, il y a effectivement une erreur, c'est le montant pour le débit, on a fait un plus égal, et on n'a pas fait un moins égal. Et donc là, je me rends compte que j'ai effectivement fait un développement, une erreur dans mon développement, j'ai juste besoin de faire la petite correction en question, redémarrer mon test, et vérifier que, dans ce cas-ci, mes 3 tests passent au vert, et si j'en ai 1200, forcément que les 1200 continuent à fonctionner de la même manière. Donc voilà, ça c'est un test unitaire très simple. Maintenant, en règle générale, dans des applications, on n'a pas que des données de type mathématique à devoir valider, à devoir tester. On va souvent aller beaucoup plus loin. Alors, le beaucoup plus loin, souvent, c'est en utilisant des systèmes d'accès à des bases de données. C'est typiquement ce qu'on a à l'intérieur d'une application, c'est je ne vais pas lui donner la valeur initiale du montant 1000 € par exemple ici, lorsqu'on va créer l'application, je vais rechercher cette information dans une DB. Classiquement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner une connexion à un data service, par exemple, lorsqu'on va créer. Alors souvent, ça se fait par injection de dépendance. Mais donc, on va créer un data service qu'on va injecter à l'intérieur de mon constructeur et qui me permettra d'aller rechercher via ce data service, via une méthode, par exemple, getSalary, rechercher le salaire ou rechercher le montant présent à l'intérieur de mon compte en banque. Donc, je lui donne le nom de mon client, Monsieur Smith, par exemple, et je vais appeler la méthode getSalary. Cette méthode, si je vais regarder dans Data Service, elle fait tout simplement un accès. D'abord ici, oui, elle fait un return 800, juste pour le tester. Je vais l'enlever pour mes premiers tests. Je vais lui simplement faire un accès à la DB. Ici, j'utilise un objet qui s'appelle Database Common, qui est un composant sur GitHub qui permet c'est l'équivalent d'un Dapper, qui permet de faire des récupérations de données et de retrouver plus facilement les données. Je n'ai peut-être pas fait le NuGet, insérer le NuGet, non. Donc, je vais l'ajouter, Manage NuGet Package. Je vais ajouter le package Database Command. J'en parle parce que c'est un paquet que j'ai développé moi, que j'utilise sur tous les projets. Donc, j'en profite pour faire ma petite pub. Voilà. C'est une honte. C'est une honte, hein. Mais il marche bien, ce paquet. Je sais pas, j'ai jamais essayé. Il faut. Christophe l'a déjà essayé, je crois. Donc, moi, lui, pour en parler. J'utilise toujours. Ah, tu vois. En fait, Denis fait des podcasts que pour faire sa pub. Alors. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc, je crée un objet. Je crée un objet New Database Common dans lequel je lui donne une connexion. Ça peut être une connexion sur n'importe quel type de DB, que ce soit SQL Server, Oracle. Ici, c'est SQL Server. La connexion est au-dessus. Local DB sur ma DB locale dans une base de données qui s'appelle Scott. Donc, je récupère simplement dans une table Customer le salaire en lui donnant le nom de cet utilisateur, de cette personne. Et je récupère simplement ce montant. Ce montant, si on va le vérifier, on verra qu'il vaut 800 € pour Monsieur Smith. Et donc, le getSalary qui se trouve ici, ça sera un montant de 800 € qu'on va vouloir récupérer et tester. Et donc, pour tester ça, j'ai besoin, au niveau de mon application, de créer, on va peut-être le faire au niveau d'un test, que je vérifie, que je m'y retrouve. Voilà, j'ai besoin de mon data service. Dans mon data service qui est ici, voilà, c'est ici que je crée ma connexion vers ma base de données. Et donc, au niveau de mon application, dans Programme, je crée un objet data service et ce data service, je le passe à mon bank account data service avec Monsieur Smith. Ce qui me permettra sur le compte de Monsieur Smith de faire un débit de 200 €. Les 800 € moins les 200 € si j'exécute l'application.
il fait une récupération dans la base de données, et 800 € moins 200 €, on voit que M. Smith se retrouve donc bien avec 600 €. Ça, c'est en exécution manuelle. Ben, évidemment, on va vouloir tester ça. Première chose pour pouvoir tester un accès à la base de données, c'est qu'il va falloir simuler en quelque sorte cette base de données. Parce que si on le fait de manière classique, c'est-à-dire je fais un copier-coller d'une méthode existante, je vais faire un DB with, on va mettre un database connection. Ben, qu'est-ce que je vais faire pour ce test-là? Je vais faire exactement ce que j'ai fait dans mon application, c'est-à-dire créer un service qui est égal à un new data service. Le new avec le petit n, c'est mieux. Voilà. Je crée un new data service et ce service-là, je vais l'utiliser dans mon bank account. Donc, je vais faire un bank account sur base de ce service et envoyer les informations de M. Smith et vérifier que j'ai bien un débit de 200 € et donc une valeur finale qui, logiquement, devrait correspondre à 600. Si je fais l'exécution de ce test, logiquement, ça va fonctionner et je vais obtenir un petit V vert pour me dire, bah oui, effectivement, 800 moins 200, ça me donne 600. C'est effectivement ce que j'obtiens. Sauf qu'ici, je me suis connecté sur ma base de données. Et donc, ce que je disais, rien ne dit que dans 6 mois, ou même plutôt dans 2 semaines, ou dans 2 ans, à la fois ma base de données va exister, la même, et surtout qu'elle sera dans le même état. La valeur de M. Smith, elle va certainement pas être dans cet état-là. Et même, imaginons qu'elle reste et qu'on la force à être dans cet état, comment faire pour pouvoir tester si M. Smith a une valeur extrême, donc les cas négatifs, les cas extrêmes dans l'autre sens avec des valeurs très importantes, etc. On ne sait jamais tester qu'une seule valeur à la fois, et ça, c'est évidemment très compliqué, très embêtant. Donc, c'est ce que je disais dans les bonnes pratiques, on évite de toujours devoir se connecter sur des systèmes externes, que ce soit une base de données, que ce soit un fichier externe, que ce soit... Donc on va devoir simuler en quelque sorte cette manière de travailler. Il y a également une autre notion qui est importante, c'est que tu isoles le code. C'est-à-dire que là, dans le nouveau test unitaire que tu as créé, tu testes non seulement la classe bank account, mais également les méthodes de ton data service, qui sont les méthodes d'accès à la base de données, etc. Ça veut dire qu'à l'intérieur, tu n'as pas une isolation du test unitaire. À l'intérieur de ton test unitaire, là, tu testes de multiples lignes de code et pas uniquement celles qui t'intéressent. Oui, tout à fait. Et ça, tu me fais penser d'ailleurs, c'est une bonne chose aussi, c'est en termes de test unitaire, il y a une option, une solution qui est possible, c'est de pouvoir faire des tests live. Alors ça, c'est une option, je pense, qui est disponible qu'avec Visual Studio version Enterprise. Si vous l'avez, tant mieux. Si vous ne l'avez pas, j'ai envie de dire tant pis, mais ça serait une bonne idée de l'acheter pour avoir cette version et cette fonctionnalité-là. Si je l'enclenche, on va le voir, le système va démarrer. Hop, voilà. Et il va tester en permanence, il va exécuter en permanence mes tests unitaires et me rajouter sur la gauche de mon code toute une série de petits V verts quand tout s'est bien passé, et forcément quand il y a une erreur, ça passera au rouge. Mais ça me permet également d'aller dans mon code et de me rendre compte toutes les parties de code qui ont été testées. Et là, on parle plus de l'aspect couverture de code. Parce qu'un des points quand on fait des tests unitaires, c'est de savoir qu'est-ce qu'on teste et est-ce qu'on n'a pas oublié des morceaux. Et là, je m'en rends assez vite compte avec ceci. Il y a des applications où il y a moyen de faire des couvertures de code pour lancer puis obtenir un rapport qui me dit, ben voilà, vous êtes passé par là, et il y a des morceaux qui manquent. Par exemple, ici, je me rends compte que tout ça a été testé, mais que je n'ai pas testé le débit avec un montant supérieur à la balance ou un montant inférieur à 0. Je vois que j'ai une ligne bleue derrière le throw new argument out of range exception, parce qu'aucun test unitaire ne vient tester cette valeur-là. Donc évidemment, ça serait une bonne pratique de venir ajouter un test pour ce morceau-là de code, en tout cas aussi. Et ça me permet de tester tout ça, y compris dans mon data service, mais je me rends compte, comme tu me le dis, que je suis passé ici par les commandes qui viennent exécuter physiquement sur ma base de données, qui viennent exécuter la requête SQL. Et certains morceaux, eux, n'ont pas été testés du tout. Le live test, je crois que c'est disponible à partir de Visual Studio 2017. C'est-à-dire que si vous avez Visual Studio 2015, oui. C'est pas compris dedans. Ouais. Déjà. Et c'est vrai que c'est quand même assez pratique. Bon, alors on va dire, si on a 3000 tests, ça va devenir abominablement lent. Pas trop, parce qu'il fait ça vraiment de manière intelligente en background. Donc, quand on n'utilise pas le PC, qu'on ne développe pas, c'est à ce moment-là qu'il fait tourner les tests. Et c'est assez transparent et ça marche franchement assez bien. Et c'est vraiment du live. Donc, si je viens à un moment donné faire, tiens, le montant qui est là, je vais rajouter plus 2 pour une raison X. Je n'ai même pas besoin de faire sauver. Paf, j'obtiens mon test qui passe en rouge. Parce qu'effectivement, il y a un des tests qui ne correspond plus à cette valeur demandée. À l'intérieur de ton code. À l'intérieur du code.
n'as même pas besoin de revenir dans Non. ton test unitaire. À l'intérieur de ton code, il te met, attention, il y a un test unitaire qui a planté à cet endroit-là. Voilà, et si on clique dessus, on saura lequel, effectivement. Ouais. Donc, ce que je disais, ici, on va éviter de faire cet aspect connexion à la DB. Donc ça, je mets ça en commentaire. Et par contre, ce qu'on va vouloir faire, c'est simuler la base de données pour ne pas se connecter sur cette DB. Alors, pour simuler une base de données, il y a plusieurs manières. La manière la plus simple, mais la plus lourde, et c'est pour ça d'ailleurs que dans beaucoup d'interfaces fournies par Microsoft et par d'autres, on crée des interfaces. Dans beaucoup de codes de classe, il y a une interface qui va permettre d'abord d'avoir la classe data service qui implémente l'interface iData service, donc qui implémente simplement ici une méthode, dans lequel il y a le code qui se connecte physiquement à la DB, mais ça me permet au niveau de mon test unitaire de venir dans ce cas-là créer une nouvelle classe qui va implémenter la même interface et créer une instance de cette nouvelle classe de test. Donc par exemple, je vais créer une classe dans mon test unitaire myDataService qui implémente la même interface iDataService. Voilà. Je lui demande de faire l'implémentation. On va le faire comme ça. Implémenter l'interface. Il y a une méthode getSalary, et cette méthode getSalary, je vais pouvoir là donner une valeur qui est une simulation du contenu, comme si j'avais fait un accès à ma DB. Et la simulation, c'est lui dire, j'ai par défaut au départ 800 € par exemple pour le salaire de Monsieur Smith. Donc évidemment, je ne vais pas créer un nouvel objet data service, mais je vais créer un myDataService. Mais tout le reste du programme fonctionne exactement de la même manière, puisque l'objet que je lui envoie à mon bank account, ce n'est pas un data service, mais c'est une interface iData service. Donc je peux lui envoyer ici une donnée sample, une donnée d'exemple, avec par exemple un retour d'exemple qui sera de 800 €. Donc l'idée dans cette approche, c'est que quand une classe utilise du code d'une autre classe, l'idée c'est que les autres classes implémentent une interface et que la classe qui est à tester va utiliser des fausses implémentations de cette interface avec du code où là tu vas prédire exactement ce que tu veux retourner, quoi. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Alors, le petit inconvénient, on va dire, de ça, mais bon, dans des applications un peu plus grandes, ça peut devenir un énorme inconvénient, c'est que d'abord, oui, on définit des interfaces, du coup, on va se retrouver souvent avec des dizaines, voire des centaines d'interfaces, donc ça commence à faire beaucoup de code. Et puis, le code à écrire pour les tests unitaires vont devenir tout de suite beaucoup plus compliqués parce qu'on va devoir simuler un premier data service 1 avec une valeur 800, simuler un deuxième data service 2 avec une valeur 600, avec une valeur moins 100. Donc, on commence à écrire beaucoup de code pour, en gros, simplement simuler les aspects de données. Donc, il existe évidemment, dans ce cas-là, des frameworks qui vont nous aider pour tout ça. Donc, je reprends mon petit test, mais on va à ce moment-là utiliser une manière de faire, c'est avec un système de ce qu'on appelle du mock. Et là, il y a un framework qui s'appelle mock, M-O-Q, alors que mocker, c'est M-O-C-K, dans lequel on va ici venir signaler qu'on va créer, on va demander en fait de créer lui-même, en lui donnant une interface, lui-même de créer cet objet service qui implémente cette interface. Et donc ça, il y a un framework qui s'appelle mock qui le fait. Donc je rajoute un package NuGet MOQ, qui est là, qui a été, vous voyez, téléchargé 71 millions de fois, 71 millions de fois, donc c'est quand même pas mal. OK, pour dire qu'il est quand même utilisé. Voilà, donc j'accepte simplement les petites règles. Je reviens à l'intérieur de mon test unitaire, et là, il y a quelques petites commandes à devoir connaître pour pouvoir simuler mon service dans ce cadre-ci. Il faut aller voir juste la documentation. C'est utiliser un new mock, MOQ, point, mock, M-O-C-K, qui est le mock à vouloir créer, et on lui dit, fais-moi un mock, donc crée-moi un objet qui implémente l'interface iDataService. Donc je fais un new mock de, entre crochets, iDataService, parenthèse, parenthèse, point virgule. Ça me donne un service. Alors, mon service qui est là, alors oui, ce que je renvoie à mon bank account, on voit, c'est pas directement service, c'est service.object. C'est donne-moi l'objet qui provient du mock qui a été créé par cet objet mock. Alors pour le moment, ça me renvoie une erreur au niveau de mon test unitaire parce que je lui ai jamais dit que si on appelle la méthode getSalary, il faut me renvoyer une valeur de 800. Ça, c'est la configuration, c'est la configuration, le setup du service mock. Et on a une méthode setup qui permet de faire ça. Donc je viens lui faire service.setup, entre parenthèses, je lui donne le service. Et là, j'ai une expression lambda dans laquelle je vais spécifier simplement que le SVC, il connaît la liste des méthodes de mon service
et notamment getSalary, puisque je lui ai dit que c'était une interface de type iDataService. Et donc, je peux lui dire que si on appelle le getSalary avec en argument Monsieur Smith, c'est ce que je fais moi dans mon code, ben je vais faire un return d'une valeur, et la valeur, ça sera la valeur 800. Et si j'exécute ceci, j'ai une erreur. S majuscule. Ah, j'ai un S majuscule dans mon string, dans mon nom de Monsieur Smith, voilà. Et effectivement, voilà. Alors, j'ai des possibilités après également de dire, je voudrais n'importe quoi comme nom. Je peux faire il faut que je fasse un using mock, des mock.it. J'ai une classe it, c'est si on a n'importe quoi comme chaîne de caractères, comme valeur, etc. Donc, on peut aller très loin au niveau du système de mockage, le système de génération des données d'exemple pour pouvoir valider mon code. Mais ça me simplifie, ça fait exactement ce que j'ai fait avec mon interface, sauf que j'utilise un service, une framework mock qui me permet de générer pour moi l'ensemble de toutes mes interfaces, l'ensemble de tous mes objets. Donc l'idée, c'est en gros, j'ai une classe qui implémente une interface où il y a une certaine méthode que je veux pouvoir, qui est utilisée par ma classe et que je veux pouvoir simuler. Donc là, tu crées un objet mock, et dans cet objet mock, tu le paramètres pour dire cette méthode-là, getSalary, je veux qu'elle retourne un 800. C'est ça. Mais donc ça veut dire qu'il ne va même pas exécuter la méthode getSalary, il va directement renvoyer une méthode 800 quand on va l'appeler. Et donc, comme je n'utilise plus ici, on le voit, j'ai mis en commentaire l'accès à ma DB. Si je retourne derrière ma classe DataService, on voit effectivement que la méthode getSalary, je l'ai moquée, donc je l'ai simulée via l'interface. Mais donc là, physiquement, cette méthode getSalary, elle n'a jamais été appelée. Elle n'est jamais appelée. On voit qu'on a des petits traits bleus pour dire qu'il n'y a aucun test unitaire qui passe par cette méthode. Alors, ça peut être ennuyant ou pas, ça dépend un peu des projets. Souvent, on a des projets avec ce qu'on appelle donc une DAL, Data Access Layer, donc l'aspect bibliothèque qui fait la connexion à la base de données. On va simuler cet aspect de connexion et donc forcément, cette base de données, cet accès, cette bibliothèque ne va pas être testée parce qu'on estime que le résultat va être correct. On va faire une simulation de toutes les données qu'on va renvoyer. C'est ce que je fais ici. Moi, personnellement, il y a deux éléments qui m'ennuient un petit peu quand on fait ce genre de travail. D'abord, il y a la lourdeur de travailler avec des interfaces. Il ne faut pas se leurrer, créer des interfaces, ça demande plus de temps à écrire, c'est plus lourd, mais c'est très pratique et ça permet d'être vraiment autonome pour les aspects des tests unitaires. Un autre élément, moi, qui m'ennuie, c'est qu'à chaque fois que j'appelle la méthode getSalary et que je fais un F12, je me retrouve toujours dans l'interface. Je suis obligé de faire un CTRL F12 pour pouvoir choisir quelle est l'implémentation qui correspond à ce que je veux faire. Donc, il y a un aspect de lourdeur d'utiliser des interfaces pour ça. Alors qu'ici, notre besoin, c'est, oui, de donner des données d'exemple, mais j'ai envie de dire, à la limite, des données d'exemple de DB, de base de données. Et donc pour ça, et c'est le dernier exemple que je voulais faire en termes d'accès au terme de test unitaire, c'est reprendre exactement ce type de test unitaire, mais en utilisant non pas un mock de méthode, mais un mock de base de données à proprement parler. Et donc là, je vais vous montrer un système avec un DB mocker. Alors il y a plusieurs moyens de simuler un accès à la base de données. Déjà, j'ai plus besoin d'avoir le mock tel qu'il est là. Il y a plusieurs moyens. Si vous utilisez par exemple Entity Framework, ça c'est, je dirais, l'idéal, parce que dans ce cas-là, Microsoft vous fournit une manière de simuler une base de données in memory, donc en mémoire, et notamment il utilise une méthode pour accéder aux données mémoire qui est fournie par SQLite. SQLite propose un mode mémoire dans lequel il intercepte toutes les requêtes et en gros il a une structure, une base de données en mémoire qui permet directement de manipuler des informations. Donc ça permet de créer en quelque sorte dans un processus d'initialisation de créer la base de données, mémoire, et puis ensuite de demander d'appeler les mêmes méthodes que celles qu'on utilise pour se connecter à une base SQL Server, par exemple, et de récupérer les données de la mémoire, et donc on est vraiment comme ça indépendant d'un système externe. Ça, c'est très pratique. Bon, d'un autre côté, moi, Entity Framework, je ne suis pas toujours très chaud à l'utiliser, donc je ne l'utilise même plus dans les projets en général, parce qu'on a moins la maîtrise en termes de requêtes SQL notamment. Alors, je sais que je vais avoir des commentaires de gens qui ne sont pas d'accord là-dessus, donc je pense qu'il y a deux philosophies. Moi, je l'interdis, donc oui, encore plus engueulé. Voilà, c'est ça. Je suis un peu dans le même domaine, hein, mais bon. Je pense que ça dépend surtout du type de projet. Je veux dire, des petits projets, ça peut très bien fonctionner. Dès qu'on arrive sur des plus gros projets, et moi, souvent, un petit projet a souvent tendance, parfois, une fois que ça marche bien, à devenir plus gros. Donc, autant prendre les bonnes pratiques dès le début, pour moi. Je vais faire un petit aparté. Là, en ce moment, je bois du petit lait parce qu'il y a un projet où ils ont voulu à tout prix partir avec Entity Framework, un projet il y a un an et demi.
Et là, ils sont dans une panade pas possible. Ouais. C'est souvent en termes de performance qu'il y a des problèmes. Je sais pas toi dans ce cas-ci, mais... Non, là, le problème qu'ils ont, c'est que ils sont dépendants de d'autres bases de données, d'autres systèmes, etc., où il y a des tables à rallonge et où ils rajoutent un champ de temps en temps. Et donc, l'impact au niveau du code est monstrueux, quoi. Ah oui, ouais. Alors que c'est vrai que si on utilise, il y a Dapper, il y a Database Common, comme j'ai montré au-dessus, la seule inconvénient, entre guillemets, c'est qu'il faut maîtriser le langage SQL. Bon, pour des commandes de base, c'est pas très très compliqué non plus, le langage SQL. Ça fait 25 ans, 30 ans qu'il existe, même plus. Donc, il est quand même assez facile à comprendre. Mais par contre, on peut aller, en termes d'optimisation et en termes de contenu, on peut aller vraiment beaucoup plus loin, quoi. Bref, si je reviens sur la simulation de mon mock, je vous montre ici, c'est pas peut-être la méthode la plus commune utilisée, parce qu'encore une fois, ça va utiliser un framework qu'on utilise chez nous et que j'ai développé, mais ça me permet, nous on l'utilise et ça marche bien, donc je le montre si jamais certains veulent l'utiliser. Beaucoup d'autres utilisent la manière dont j'avais montré juste avant avec le mock, MOQ, là, le framework de mock. Souvent, ça se limite à ça. Mais moi, ça me dérange un peu. C'est encore la partie publicitaire qui réapparaît. Non, c'est juste une méthode pour montrer que ça marche bien. Donc, je vais rajouter un DB Mocker. Alors, DB Mocker, c'est un package NuGet qu'il suffit donc d'installer. OK. Le nom service n'existe pas, ben non, parce que je ne l'ai pas encore créé. Voilà. Donc, j'ai rajouté mon paquet DB Mocker. Et qu'est-ce qu'il fait, en fait, ce Mocker? Il est très simple. C'est pour ça que c'est une bibliothèque extrêmement simple. Je vais créer une connexion. Et je vais créer un objet con qui est égal à un new mock DB connection. Alors, ce new mock DB connection, ça fait partie, effectivement, de cette bibliothèque que je viens d'installer, du DB Mocker. Donc, je rajoute le using qui fonctionne bien pour l'avoir. Voilà. Et cette connexion, en fait, ou le mock DB connection qui est là, ça implémente exactement les mêmes fonctionnalités que l'objet standard fourni par .NET, qui est le DB connection. Ça n'implémente rien de plus que ça. Et une fois que je l'ai, je vais donc pouvoir utiliser n'importe quelle bibliothèque, que ce soit Entity Framework, que ce soit Dapper, etc., qui se base sur ce DB connection. Et à chaque fois qu'on va vouloir dans ce framework, Dapper ou Entity Framework, simplement appeler la méthode execute ou dataset ou data adapter pour récupérer les données de la DB, la connexion va intercepter ça et renvoyer des données d'exemple qu'on va vouloir lui fournir et qu'on va mocker. Donc derrière le con, je fais simplement un mock dans lequel je lui dis que quand j'ai une condition, par exemple quand j'ai une condition sur une requête SQL, ou le plus simple, c'est quand j'obtiens un tag. Je vais expliquer tout de suite ce que c'est le tag. Je vais l'appeler mon tag. Le tag, c'est une notion qui existe depuis récemment aussi dans Entity Framework. Et quand on obtient un tag, donc c'est-à-dire un identifiant de requête SQL, je vais lui dire, tu vas me renvoyer une table, par exemple, qui est, dans mon cas, une table mock table qui contient une colonne, with colonne, et ma colonne, ça va être une colonne salaire. Et cette colonne salaire, cette table avec cette colonne salaire, elle possède une ligne, et la ligne, ça va être, par exemple, une valeur 800. Je mets un petit M pour que ce soit une valeur décimale, comme c'est demandé à l'intérieur de mon code, pour ne pas avoir des problèmes de conversion. Alors, le mon tag qui est là, c'est le tag que je vais utiliser lorsque je vais faire ma requête SQL. Alors, je peux le faire encore une fois avec Entity Framework, ou si je le fais à la main, c'est simplement un commentaire, donc tiret, et on met le tag juste au-dessus. Donc, si je vais dans le bank account, si je vais dans le data service, j'ai ici la possibilité, derrière ma commande, de lui dire cmd.withTag, ou tagWith, et je lui dis mon tag. Voilà comment faire pour identifier ma requête SQL. Ou j'aurais pu dire, si ma requête contient select sal, par exemple, je vais non pas exécuter la requête execute scalar sur la DB SQL, mais je vais vouloir l'exécuter en utilisant mes données d'exemple que je retrouve dans mon test unitaire, qui sont ici, c'est-à-dire une donnée de type exemple là. Et donc, cette connexion que je retrouve là, je vais pouvoir l'utiliser pour l'injecter, non pas en connexion standard classique vers SQL Server dans mon data service, mais je crée un service qui va utiliser cette connexion sample, cette connexion d'exemple, donc ce mock de connexion, donc en faisant un new data service, dans lequel je lui donne en constructeur un DB connection. Dans ce cas-ci, c'est mon objet con que je viens de créer. Et j'appelle mon test unitaire bank account en lui donnant ce service. Je lui donne 800 € que je vois en retour de table, donc salaire, donc je crée une table d'exemple fictive avec 800 € de retour. Je lui fais un débit de 200 €.
je lui demande est-ce que j'ai bien obtenu 600 €, tout passe au vert, a priori oui. Si je lui avais donné 700 € de résultat dans ma DB, ben ici, j'ai à ce moment-là un test unitaire qui ne fonctionne plus puisque j'ai évidemment pas le même résultat. Et l'avantage maintenant, c'est que si je retourne dans mon data service, je retrouve des petits V verts derrière toutes mes commandes. Il a effectivement exécuté ce code, mais il ne l'a pas exécuté sur la DB. Je n'ai pas d'accès à ma base de données, je n'ai aucun accès. Donc physiquement, la chaîne de caractères SQL qui est là, elle n'a pas été envoyée sur un vrai serveur SQL. Donc il y a quand même une limitation là-dedans, c'est que si j'écris n'importe quoi, je fais un select 2, ben mon test unitaire, il me dit « Oh, ok, il n'y a pas de problème, tout fonctionne, j'ai écrit une requête SQL qui n'était pas du tout syntaxiquement correcte, mais il n'a pas exécuté, mais par contre, j'ai simulé le résultat que j'avais à l'intérieur de cette requête. » Donc ça n'empêche pas quand même de pouvoir faire cette vérification sur des tests d'intégration. Alors il y a quand même un petit truc en plus, et c'est la dernière chose que je vais donner ici, c'est que derrière la connexion, j'ai rajouté une fonctionnalité qui est de pouvoir venir vérifier si syntaxiquement la commande SQL est valide. Ça nous permet d'être fait grâce à une méthode que Microsoft nous fournit via une bibliothèque qui est intégrée à SQL Server. Ça ne fonctionne que avec SQL Server, pas avec Oracle, SQLite, etc. C'est uniquement SQL Server. Mais l'avantage, c'est que si je mets ici, lui dire, non seulement tu simules l'exécution de la requête, mais tu vas vérifier que la requête SQL est correcte, ben là, il plante en me disant, ah ben non, il y a quelque chose dans l'exécution de votre requête. Et donc, si j'enlève le select 2 et je mets un select normal dans SQL Server, tout ça passe correctement. C'est là d'ailleurs, je trouve que c'est un très bon exemple que tu as donné là. On voit que le test unitaire plantait et dans cette méthode-là, mais du coup, on ne savait pas où c'était. Et on ne sait pas, oui. Parce que justement, au niveau du code, c'est pour ça que moi, ça me chiffonne un petit peu, cette approche-là. C'est qu'on doit tester. Là, on veut tester le bank account, on ne veut pas tester le data service. Et là, oui. Il a planté parce que ça a planté dans le data service. Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'effectivement, en général, c'est plutôt pas le bank account, mais le data service qu'on va tester. Et puis, on va tester le bank account de manière séparée, avec absolument. Des interfaces. Ouais. Mm-hmm. Ouais. Mais au moins, ça permet de tester et de simuler en quelque sorte vraiment l'accès vraiment à la DB, quoi, à la base de données. Et donc, quand on a tous nos tests, évidemment, le Test Explorer qui est là, lui, il affiche tout ça. Si j'appuie sur le bouton exécuter en vert, si tout se passe bien. Tout ça va être exécuté aussi sur le serveur de compilation de manière automatique à chaque fois que je vais remonter mon code. Et ça me donne, quand on aura 1000, 2000, 3000, 15 000 tests, ça va me permettre d'avoir quand même une garantie que, tiens, si demain un client me dit « Ah, mais je vais rajouter une méthode à l'intérieur de mon bank account ou je vais modifier la manière de calculer la balance parce que j'ai un pourcentage de traduction de ceci, etc. » pour pouvoir prendre des frais, par exemple, bancaires ou autres, je vais pouvoir faire ma petite modification, aller modifier les tests pour me dire, oui, j'ai un changement à ce niveau-là, mais j'aurai quand même une sorte de mini-garantie, pas une garantie totale à 100%, mais une garantie à 99% par exemple, que tous mes tests unitaires fonctionnent, donc normalement, il y a moins de risques d'erreur. Et ça, je dois dire que ça nous a, nous, en tout cas, sur tous les projets sur lesquels on travaille depuis quelques années, sauvé mais plusieurs fois la vie en se disant « Oh, c'est juste une petite modif, il n'y a pas beaucoup d'impact. » Et puis quand on fait la modif et qu'on se rend compte qu'effectivement, 3 écrans plus loin, on avait oublié qu'on était venu faire une adaptation ou une utilisation de cette méthode, et donc il y a un impact, ça permet de s'en rendre compte de manière immédiate. Et donc de ne pas perdre du temps après au débugage quand on est en production notamment, ce qui évidemment est toujours beaucoup plus coûteux en termes de temps, quoi. Alors, il y a souvent un argument qui est apporté, j'allais dire, contre les tests unitaires. Quand on discute avec les développeurs, ils disent oui, ça me prend du temps, je perds du temps à écrire des tests unitaires. Moi, j'allais dire que justement sur un gros projet, même sur un petit d'ailleurs, ça permet au contraire de gagner du temps. Oui. Alors, je m'explique. Imaginez qu'à l'intérieur de votre application, à un endroit, vous ayez un formulaire où vous devez saisir un certain nombre de données et vérifier ces données avant de les envoyer quelque part. Si vous voulez le tester, de façon, j'allais dire, classique, avec F5, vous allez donc lancer votre application, vous allez devoir naviguer jusqu'à l'endroit où est ce formulaire. Alors, ça peut prendre plus ou moins de temps. Saisir des données et à ce moment-là, regarder si ça marche. Vous voyez que ça ne marche pas, donc vous arrêtez votre application, vous faites la modification de votre code, vous revenez, vous retestez. Et là, au bout de 2-3 tests, ça finit par marcher. Et puis on vous dit, ah oui, mais si on entre d'autres valeurs, parce que souvent on entre toujours les mêmes valeurs dans les champs pour tester, pour voir si ça marche, etc. Tu me casses les pieds, il va falloir que je recommence. Et alors que si vous écrivez un test unitaire
qui va tester uniquement votre formulaire, de tester avec telle valeur, les valeurs extrêmes, comme tu disais, les valeurs normales, etc., ça vous prendra 5 secondes de plus, quoi. Oui, c'est ça. Et donc, globalement, vous allez gagner du temps. C'est ça. Et effectivement, souvent, les développeurs ont souvent tendance à tester les valeurs, ce que j'appelle moi les valeurs nominales, donc les valeurs qui fonctionnent. Et un des boulots aussi, en termes de revue de code notamment, c'est de vérifier dans les tests si on vient tester toute une série d'autres valeurs qui sont susceptibles de poser problème. Comme tout à l'heure, on vient faire un débit de moins 200 €. C'est souvent pas la valeur par défaut que le développeur pense au départ à tester, quoi. Il y a une réflexion supplémentaire de dire, tiens, qu'est-ce qui se passe si j'ai ceci? Ou qu'est-ce qui se passe si je mets une valeur vraiment extrême avec des valeurs qui dépassent les données ici? C'est quoi? C'est un décimal. Ouais, un décimal, ça va déjà très loin, mais imaginons qu'on utilise un nombre entier. Qu'est-ce qui se passe si jamais j'ai mes 4 milliards dans le débit ou dans le crédit? Est-ce que ça va toujours fonctionner? Est-ce que j'aurai une exception? Oui, est-ce qu'elle est gérée, etc. Donc tout ça va pouvoir être traité. Et comme tu le dis, avec le fait de démarrer puis de commencer à cliquer, aller dans les interfaces, il faut savoir qu'il existe aussi des frameworks qui permettent de simuler les interfaces graphiques. Donc, en quelque sorte, de naviguer dans les formulaires et de simuler le fait qu'on rentre dans l'interface, qu'on entre telle valeur à l'intérieur. Bon, là, ça dépend évidemment de l'interface, si on est en web avec de l'HTML ou si on est en WPF avec autre chose. Mais on peut le faire, c'est des couches supplémentaires à tester. Alors, un point aussi, moi, on me pose toujours la question, c'est oui, mais si on fait des tests unitaires, bien ok, c'est joli, c'est très bien, c'est plus propre au niveau maintenance par après. Est-ce que ça va prendre plus de temps parce qu'il faut les écrire? C'est vrai. En moyenne, on estime par le fait de les écrire ou pas, souvent c'est entre 20 et 30% de temps supplémentaire par rapport au développement. De devoir écrire ces tests, ça prend entre 20 et 30% de temps en plus. Mais à l'écriture, mais comme tu le dis, le fait de gagner ce temps, on va gagner ce temps, mais de manière phénoménale. C'est pas 20 ou 30% qu'on va perdre lorsqu'on aura des problèmes en production par après. Si vous avez un problème en production qui est avec une application déjà utilisée, le fait de reproduire ce problème, le fait de corriger ce problème, le fait de redéployer ce problème, enfin cette correction, ça va demander un temps en général, un temps fou, quoi. On n'est plus dans le même environnement et donc les 2-3 minutes, les 2-3 heures ou parfois les quelques jours qu'on a utilisés pour faire les tests unitaires, mais ils sont largement gagnés une fois qu'on aura l'application placée sur un serveur, quoi. Ça c'est clair. Donc c'est plus sur le long terme. D'abord en termes de garantie, ça donne une sorte de garantie, de fiabilité, de validité du code, et également en termes de temps. On récupère le temps, pas de manière immédiate, mais on le récupère largement sur la durée. Donc voilà, je ne sais pas si vous aviez d'autres commentaires, d'autres remarques par rapport à ceci. Non, je pense qu'on a bien fait le tour. Ici, donc, j'ai montré en quelque sorte les aspects de création à la fois d'un test unitaire, on va dire simple, avec des données d'exemple, avec des mocks, donc soit en se basant sur des interfaces, soit en se basant sur des bases de données, avec des bmockers qu'on utilise, mais encore une fois, ça c'est pour aller un peu plus loin. Et effectivement, il y a des simulations de requêtes SQL qui sont faites dans ce cadre-là. Ça peut servir dans certains cas. Encore une fois, la majorité des projets, ça s'arrête au mock MOQ, mais ça permet d'aller un peu plus loin. Le reste, si on veut vraiment faire une exécution à proprement parler sur l'ADB, ce qui peut être intéressant, ça sera plus des projets de type test d'intégration et on peut les faire de la même manière. Mais il faut savoir que ces tests d'intégration, on les fera peut-être plus localement sur un PC et peut-être pas en déploiement continu parce que le serveur de DB, il n'est pas le même chez tout le monde ou il risque de changer, quoi. Donc il ne faut pas que ça pète au bout de 2 ans simplement parce que la DB a changé à ce niveau-là. Donc voilà messieurs, s'il n'y avait pas d'autres choses à devoir signaler, je ne sais pas si Christophe, pour toi, c'est le genre de choses que vous faites aussi régulièrement ou pas? Christophe? Non, mais tiens, je me pose la question à chaque fois, les tests unitaires, c'est vraiment bien, mais je trouve que ça permet, tu l'as peut-être dit un peu comme ça, Richard, de faire que le développeur, en fait, refait attention à son code, en fait. Rien qu'en pensant à faire cette test unitaire, en fait, il vérifie un peu. Bon, tout le monde est pris par le temps, les développeurs sont dérangés. Si c'est comme moi, on est souvent dérangés. Donc, c'est à ce moment-là que je fais des erreurs, moi, personnellement, sur des bêtises. Mais je trouve que c'est con, mais c'est parfois psychologique de faire des tests unitaires aussi. Parce que, bon, après, il y a pour moi, c'est qu'une erreur de frappe. Attention, de manière générale, parfois des trucs comme ça, quoi. Enfin bref, c'est. Ouais, je suis d'accord. Je suis un peu. C'est comme l'exemple que j'avais montré avec le débit et le crédit. Bon, c'est quasiment la même chose. Il y a un, c'est plus égal, l'autre c'est moins égal. On ajoute ou on soustrait. Souvent, ce qu'on va faire,
On va faire un copier-coller de la méthode, on change le nom de la méthode, le téléphone sonne, ça y est, c'est foutu, et on a oublié que le plus égal devait se transformer en moins égal. C'est ce moment-là pour moi, c'est la faille dans le système, quoi. C'est qui a rangé le développeur, quoi. Là, les tests unitaires vont vraiment montrer ça, puisqu'on va vraiment tester la méthode, et là, on va se rendre compte en disant, non, il y a un problème, quoi. Et donc, effectivement, créer ces tests, ça aide énormément le développeur sur le moment et sur le long terme. Ouais. Et tu as une méthode de test de cahier des charges? Une méthode de cahier des charges? Non, j'étais confronté à ça où entre ce que veut le client et ce qui est livré. Ah oui, mais ça peut se faire aussi. Quand je parlais tout à l'heure de TDD, donc de Test Driven Development, là on fait les tests même avant le développement. C'est-à-dire on prévoit les objets qu'on va utiliser, on prévoit les interfaces qu'on va mettre en place, et je veux dire, avec le client, il y a d'ailleurs des sortes de frameworks qui sont un peu plus explicites de manière linguistique, donc c'est plus de l'anglais ou du français qu'on va utiliser. Souvent, en général, évidemment, c'est l'anglais. Donc on va écrire quasiment même avec le client les tests unitaires qui vont être transformés éventuellement par après en tests C# tels qu'on les voit ici. Mais donc le client voit exactement ce qu'il va avoir. Et puis une fois que tout le monde est d'accord, on se dit, ok, maintenant on peut développer le code. Mais donc on pourrait faire les tests sans rien. Ça, je connais pas, j'aimerais bien voir. Ouais. J'ai jamais réellement fait, mais je connais des gens qui l'utilisent, ouais. Mais bon, c'est une autre manière de faire, hein, mais ça existe. Tu fais une recherche TDD, en gros, tu vas trouver ça, ouais. Tout à fait. Il y a aussi une chose, c'est que la plupart du temps, quand on écrit son code, on se dit mais il n'y a pas besoin de le tester, c'est évident. Enfin, bah oui. C'est même pour des petites lignes, des petites méthodes avec quelques lignes, etc. Ouais. Par contre, il faut vraiment toujours avoir à l'esprit que plus tard, d'abord, vous n'êtes pas le seul développeur. Et donc, vous avez un impact forcément chez les autres. Et peut-être que votre code qui paraît si simple, par la suite, à cause de modifications qui arrivent à gauche, à droite, il va planter. Et quand vous allez revenir dessus, vous dites, évidemment qu'il plante, c'est normal. Mais vous auriez eu un test unitaire. On l'aurait vu tout de suite. On l'aurait vu tout de suite. Ouais. Et c'est vrai, ce que j'appelais là maintenant, c'est vraiment ça. Hein, c'est 2 ans après, forcément, on oublie un petit peu tout le truc et dire, oui, la petite modif qui est là, c'est pas compliqué. Hein, je rajoute une valeur et c'est bon. Ça a aucun impact sur le reste, c'est pas possible. Eh ben si. Et moi, ça m'est déjà en tout cas arrivé, mais des dizaines de fois, quoi. Et si j'avais pas eu les tests unitaires, tout ça partait en production, bouffe. Et c'est évidemment parfois même pas tout de suite. C'est peut-être parfois une semaine après qu'on se rend compte. Et si on a de la chance, la base de données n'a pas été impactée. Si on n'a pas de chance, on est venu foutre en l'air toutes les données dans la DB, quoi. Et ça vous est jamais arrivé du style, ouais, ça je le ferai après. Oui aussi. Ouais. Oh putain, le truc je le ferai après. Ouais. Oui, et le téléphone sonne et puis on oublie. Après complètement. Voilà, exact. Putain. C'est pas grave. Ça c'est bon, allez, on passe tout doux. Exact. Ouais. Pas plus tard que hier, j'ai vu dans un code un commentaire qui commençait par tweak for demo. Là, tu te poses des questions quand tu vois ça peut-être au début. C'est peut-être bon, c'est peut-être juste le commentaire qu'il a oublié d'enlever, hein, mais en règle générale, c'est pas le cas. Non, il y avait bien une propriété qui était mise en dur juste derrière. Ouais. Ok. Écoutez, si on a fait un peu le tour ici, et je pense que moi j'ai montré tout ce que je voulais au niveau des tests unitaires, je pense qu'on arrive au bout de cet épisode. S'il n'y a pas d'autres commentaires, juste avant de nous quitter, si vous appréciez le podcast, comme je le dis à chaque fois, n'oubliez pas, venez nous soutenir sur tipeee.com/devaps ou alors également par Slack. Je sais qu'on a encore reçu une demande ce matin, Christophe. Donc si on doit... Je l'ai pas reçue celle-là ce matin. C'est bizarre. Tu l'avais pas reçue directement, non? Parce qu'elle est arrivée directement chez moi, je pense. Putain, si tu commences à donner tes emails aux gens, je n'ai rien donné. Devoiturons@outlook.fr, non. .com. Devoiturons@outlook.com. Donc, si vous devez vous connecter sur le Slack, vous voulez venir nous rejoindre, c'est devaps. C'est slack@devaps.be. C'est ça, hein, ou .ms. Et répète. C'est quoi l'adresse? slack@devaps.be. Yes. Voilà. Et donc, au niveau du Tipeee, d'ailleurs, plusieurs personnes sont déjà venues nous soutiennent toujours, d'ailleurs, pour le moment. C'est le cas également de Frédéric, Adrien et Michael. Et simplement, vous nous envoyez un commentaire en bas de page du podcast ou sur YouTube, sur la vidéo YouTube. Ça nous fait toujours très plaisir et puis ça permet de nous répondre ou de donner des explications complémentaires s'il y a des choses qui n'étaient pas claires. Un grand merci à tous. Un grand merci à vous. Allô? Eh bien, il n'y a pas de quoi. Vous êtes là? Je vais vous laisser redormir le reste de la journée parce qu'apparemment,
Ah, moi, j'en suis à la fin de la journée. Là. Ah bah oui, c'est ça, je vois. Bon, à bientôt alors. Salut. Bonne nuit tout le monde. Salut.